Bien le bonjour, chers citoyens de 2015. Je vous dirai 5 lettres. Si vous pensez connaître leur signification, vous répondrez à l'affirmative. SMUTF. Savez-vous ce que cela signifie? Bien sûr que non. Le projet SMUTF vient d'un accord signé par les pays du G8 lors d'une rencontre secrète sous les plumes d'Abraham. Le sujet était critique. Que serait l'homme en 2050? Malheureusement, les échanges devinrent tendus et il n'aboutira à aucun entendement. Alors, Stephen Harper se leva et s'écria « J'ai 3 spécialistes pour vous. Ils étudieront le sujet et publieront un rapport en mai 2015. » Les autres dirigeants furent trop confus pour répondre. Harper espérait en fait enterrer l'affaire en nommant les étudiants de l'école secondaire Pointe-Lévis comme spécialistes. Mais il ignorait que les 3 imbéciles qu'il avait choisis étaient en fait des génies et qu'ils allaient changer le monde. Projet SMUTF. Premièrement et avant toute chose, il nous faut souligner que ce qui vous sera présenté n'est en aucun cas une certitude. Nous ne faisons que prendre ce que l'histoire de la science nous a appris et continuons dans cette lignée sans extrapoler. Nous y voilà, 2050. Énormément de choses peuvent nous arriver en seulement 35 ans. Voici donc quelques possibilités drastiques qui n'auraient pas su tenir comme sujet principal de ce projet, mais dont la mention est importante. D'ici 2050, Kim Jong-un pourrait mal gérer une blague et décide d'exploser les États-Unis d'Amérique, qui riposterait d'elle-même, ce qui s'ensuivrait probablement d'un gros boom planétaire. Nous pourrions créer des intelligences artificielles qui, pour une raison ou une autre, nous assassineraient tous durant notre sommeil. Une météorite pourrait s'écraser sur la Terre et mettre fin à l'ère humaine. Les artistes pourraient organiser un coup d'État et prendre le contrôle du monde. Le Canada pourrait devenir une puissance mondiale avec ses ressources en eau et en sirop d'érable. En fait, aussi alarmant que cela puisse sembler, l'Université d'Oxford estime que d'ici 2100, il y a 19% de chances que l'humanité disparaisse par ses guerres, ses maladies et ses inventions. Ce scénario est ce qui nous attend si on ne change pas de cap idéologique. Le plus dur sera de convaincre les gens d'évoluer. Si on regarde nos antécédents, il nous est bien plus aisé de parler que d'agir. Le Bill Gates en vous se dit « Hey, on est-tu bien là? » Ben, c'est ça. Sauf que non. Le capitalisme peut bien sûr égaler le bien-être individuel, mais surtout immédiat. On se doit de regarder plus loin, d'adopter un mode de vie basé sur le développement durable. On ne peut plus continuer sur le chemin qui mène 1% de la population mondiale à posséder 50% des ressources planétaires. Nous devons nous concentrer sur des phénomènes qui nous touchent tous. C'est l'occasion de se rassembler pour protéger l'élément qui nous unit et fait de nous des frères, notre planète. Le mot qui nous guide tous dans notre quête de liberté, c'est la démocratie. Cependant, on ne vit pas dans un monde rose où gambade dépawnés. On sait bien qu'une majorité de la population est très peu informée, par manque de moyens ou, et c'est triste à avouer, d'intérêt. Donner le pouvoir au peuple semble la meilleure chose, mais ça a ses désavantages. Comment s'assurer que les gens savent les réelles conséquences des lois qu'ils votent? C'est pourquoi la démocratie représentative est plus populaire. On donne le pouvoir au peuple d'élire un responsable, qui lui saura les représenter justement. Malheureusement, on a pu découvrir les innombrables défauts qui viennent avec. En bout de ligne, les représentants ne cherchent que leurs intérêts personnels, c'est-à-dire d'être élus. En recherchant, nous avons donc trouvé ce qui semble être le meilleur compromis. Inspiré par une idée de génie, voici notre vision d'un monde utopique, mais surtout concevable. Mieux décrit sous le nom de démocratie délégative, c'est une forme de gouvernement démocratique, mais qui saisit les positifs de la démocratie représentative et de la démocratie directe, tout en prenant avantage d'un environnement informatique accru, chose qui sera une réalité dans un futur. Le principe est le suivant. Chaque citoyen de l'État peut se proclamer passif ou délégué. Comparativement à la démocratie représentative, les délégués n'ont pas à faire de campagne au coût exorbitant ou à joindre un parti démocratique pour s'assurer un siège important dans le gouvernement. Les citoyens passifs peuvent voter sur les problèmes qui sont posés ou déléguer leur vote à une personne adéquate. Par exemple, un citoyen peut choisir de confier son vote à un spécialiste du développement renouvelable car cette personne est plus qualifiée pour prendre une décision. Bien entendu, vote et transfert de vote sont faits anonymement et chaque citoyen a droit de reprendre son vote sans préavis. Chaque matin, tout citoyen recevra un bulletin de vote informatique, accompagné d'un compte-rendu des situations politiques, économiques, sociales et environnementales actuelles. Il a donc le moyen de s'informer avant de voter, ou de se désigner un délégué. Ce système est idéal pour nos vies devenant de plus en plus accélérées. Il permet de voter n'importe où et n'importe quand, sur son appareil intelligent personnel. Mais, avec ce système, comment le gouvernement obtient-il de l'argent? Eh bien, selon nous, les moyens les plus efficaces seront encore les taxes d'impôts. Par contre, on devrait avoir une augmentation considérable dans les taxes d'impôts, tout simplement parce que c'est le seul moyen d'obtenir les capitaux nécessaires. En effet, si on disait simplement « Allez-y comme vous vous sentez, et quand vous estimerez avoir un peu d'argent en trop, vous n'aurez qu'à l'investir dans notre planète », la situation n'avancerait pas. Pensez-y, combien d'entre vous achètent des produits en s'assurant qu'ils sont faits au Québec? Combien d'entre vous investissent dans des organismes verts pour sauver l'environnement? Combien d'entre vous investissent pour sauver des espèces en voie d'extinction? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez tout notre respect. Mais ce n'est pas le cas. C'est toutefois compréhensible. On ne pense pas que la disparition d'une espèce ou de quelques arbres nous affectera, du moins dans le futur proche, puisque la plupart des événements se passent ailleurs. Nous vivons dans notre bulle, et croyons peut-être à l'abri de tout ça. Mais éventuellement, toute notre inaction nous rattrapera,
et nous allons regretter de ne pas avoir investi plus d'argent dans toutes ces choses. C'est pourquoi le gouvernement doit en prendre la responsabilité, parce que celui-ci doit être capable de voir plus loin que le nombril collectif, et il doit être capable de prendre des décisions responsables d'un point de vue écologique. Si toutes nos décisions sont prises pour améliorer notre situation présente, surtout économiquement, eh bien j'ai hâte de nous voir manger notre argent quand il n'y aura plus de nourriture. PS, c'était du sarcasme, ne tentez pas le coup, s'il vous plaît. Mais assez d'écologie, parlons science. Dans le monde futur, est-ce que la recherche scientifique est encore subventionnée par le gouvernement? Eh bien, ça dépend. La recherche en énergie renouvelable sera définitivement une des priorités si le problème n'est pas encore réglé, puisque nos réserves de pétrole, du moins celles qui sont connues aujourd'hui, seront quasiment épuisées. Par contre, certains domaines pourraient voir leurs subventions diminuer, voire disparaître. Il est en effet très possible que nous n'ayons plus d'argent à dépenser sur, par exemple, l'exploration spatiale, puisque nous devrons concentrer nos ressources sur les problèmes que nous avons créés sur Terre. Mais nous ne croyons pas qu'il y aura de changements drastiques en termes de subventions, à moins que les choses prennent un tournant plus trop dramatique. La science, la politique, l'économie. Mais qu'arrivera-t-il à l'homme? Qu'en sera-t-il de notre population mondiale? Eh bien, selon les études, d'ici 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards, ce qui, dans le pire des cas, est une augmentation de près de 37%. Puisque la Terre ne crée pas plus de ressources chaque fois qu'une personne est née, il faudra bien arrêter cette croissance exponentielle. Mais comment? Sans tomber dans un régime totalitaire. Selon nous, le meilleur moyen d'établir des règles. Par exemple, contrôler le ratio d'enfants par famille, tel qu'un maximum de 2. Cela devrait faire stagner la population, vers une diminution plutôt que vers une augmentation. Malheureusement, ce n'est pas tous les pays qui ont les moyens de contraception pour rendre cela possible. Des mesures devront être mises en place. Mais le seul fait de mettre cette idée en œuvre dans les pays industrialisés sera un pas vers l'avant. La dernière chose que nous souhaitons, c'est d'avoir à tuer notre propre peuple ou de voir des gens mourir de famine parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ainsi se clôt notre rapport du projet Smut-Feu. Nous espérons que nous avons su faire valoir notre point de vue sur ce qui nous attend et surtout comment s'y prendre pour adapter la population du monde aux changements à venir. Car rappelez-vous, bien que des expressions telles que notre développement durable, écologie, démocratie et liberté reviennent souvent, le mot d'ordre, c'est la solidarité. Le progrès est chose abstraite lorsque des guerres et zizanies lui obstruent le passage.